Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas encore trop dans quelle semaine ce vlog va se situer, mais au cas où s'il est dans la première de janvier, eh bien bienvenue à vous si vous êtes nouveau et bonne année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses et notamment d'excellentes lectures pour cette nouvelle année. Et moi pour cette nouvelle année justement, je vais la commencer en vous unboxant des 3 petites choses que j'ai reçues à la dernière semaine de décembre. Donc on va regarder ça ensemble. Alors le premier est dans une enveloppe comme ceci. Ça a l'air d'être un livre au toucher, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc découvrons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Stan Kurtz, peut-être que ça se dit comme ça. Nouvelle Donne de Marc Falvo chez Fleurs Sauvages. Qu'est-ce que c'est? Oh! Pardon, je le découvre en même temps que vous. Et je vois parmi la dédicace, parce que je ne connais absolument pas l'auteur, la maison d'édition, le livre. Et là, je vois à l'intérieur du livre « À l'heureux gagnant du collectif Polar, votre première rencontre avec... pardon, je ne sais pas bien lire. L'extra détective, amusez-vous bien. » Oh! Oh, donc ça veut dire que j'ai gagné le concours. Oh, ben merci. Merci, collectif Polar, si vous passez par ici, c'est une excellente nouvelle. Je ne savais pas du tout que j'avais gagné, ni rien. Waouh, je suis trop contente. Je ne connais absolument pas, donc c'est génial. Et j'avais un petit marque-page avec. Alors, regardons ensemble de quoi ça parle. Alors, j'ai jamais cru aux amnésies foudroyantes jusqu'à ce que ça m'arrive. Le jour où on s'éveille en pleine nuit sans plus se rappeler ni quoi ni qu'est-ce, entouré d'autres peu avenants et avec une seule pompe, ça commence à sentir le cramé. J'ai raison ou j'ai raison? J'aime bien le ton qu'il y a déjà dans ce résumé. Stan Kurtz, 33 ans, détective, une main de fer dans un gant de plomb coincé sous un chapeau mou. J'en ai vu des affaires bigleuses, voire louches, mais celle-ci décroche la palme. De quoi enchaîner les surfroides, quand on court après sa mémoire, les loulous, y a pas à chiquer. Faut espérer le meilleur et s'attendre au pire. Oh bah alors ça c'est bien mystérieux tout ça. Je suis curieuse, franchement, de découvrir ce que c'est. Parce que je suis trop contente. Je ne savais pas que j'avais gagné. Et justement, je me demandais qu'est-ce que c'était que cette lettre. Parce que j'attendais quelque chose, mais c'est le fameux colis que je vais vous présenter juste après. Donc, trop contente. Merci beaucoup. Ça va me permettre de découvrir une nouvelle plume, une nouvelle maison d'édition, un nouveau roman. Merci collectif Polar, je suis trop contente. Je crois que c'est le seul et l'unique concours de tous les calendriers et les concours qu'il y avait du mois de décembre que j'ai gagné, donc trop contente. Merci beaucoup, je suis ravie, j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. Pour 2024, on va dire, ça commence bien. Et je vais continuer avec ce fameux gros bébé qui, je pense savoir ce que c'est. Si c'est ce que je pense, c'est une campagne Ulule à laquelle j'ai participé et qui était organisée par la maison d'édition Le Héron d'Argent. Il y avait beaucoup de romans qui allaient sortir et ils ont fait une campagne participative pour pouvoir les financer. Et j'en ai choisi 2 qui avaient l'air extrêmement bien, parmi tous les autres qui avaient l'air également extrêmement bien, mais donc, vérifions ensemble si c'est bien ça. Oh! Oui, c'est ça. Je vois avec le premier goodies un stylo avec marqué les éditions Le Héron d'Argent. Voyons voir. Oh, il est très joli. Il est très classe, franchement. Ça, c'est toujours utile comme genre de goodies parce qu'on a toujours besoin d'avoir un stylo sous la main. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, oh là là. Oh là là. Alors, je commence par lequel? Par le version broché ou le version relié? Commençons à aller par le haut qui est beau, le brochet que j'attendais avec la plus grande impatience. Celui-là, Le domaine des innocents de Thomas Tillier, avec cette couverture. Ah, ça me donnait tellement envie d'aller me plonger dans ce roman, un thriller un peu fantastique apparemment, avec, en résumé, le domaine des innocents, un complexe en ruine gigantesque perdu au fond des bois. Derrière ces murs de béton lézardés se déploie un labyrinthe étrange aux méandres mystérieux.
Victoire se doit d'y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. Trop trop bien. Et on accroche, il y a un jeune maître de l'horreur francophone à découvrir d'urgence. Oh que oui, j'ai envie de le découvrir d'urgence et oh que c'est beau. Oh, regardez, c'est joliment présenté. Oh là là, même en haut des pages et tout, superbe. Oh, il est dédicacé. Oh, trop joli. Oh là 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 là, que j'ai hâte. Oh, il y a des gros trigger warnings, mais je veux pas pour le moment en savoir plus. J'ai très hâte de le découvrir celui-ci parce que ça faisait vraiment partie de ceux qui me hypaient le plus dans cette campagne, donc je suis ravie d'y avoir participé. Et maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est de le découvrir. Et on va regarder ensemble tout de suite le second livre qui est un... Qu'est-ce que c'est ? Attendez. Oh, il y a ça qui vient de tomber. Un petit carton de remerciements. Aux couleurs donc du héros d'argent. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. C'est le relié qui vous intéresse. Et regardez. Oh, il est beau. C'est un hardback absolument magnifique. Oh là là, regardez le jaspage. Regardez. Il est super beau. Et donc, il s'appelle Les Ombres de l'Averse. C'est de Frédéric Livins et de Patrick Harris. Et... Oh, pardon. Oh là là, attendez, il y a plein de choses dedans, mais c'est trop joli. Oh, dédicacé aussi. Merci beaucoup. Oh, j'adore les volutes de fumée, là, c'est magnifique. Ah, c'est très beau. Cette maison d'édition fait des choses très jolies. Ce sont les premiers que j'ai en version papier, que j'ai dans les mains, en version roman, parce que j'ai plutôt l'habitude de lire chez eux tout ce qui est un petit peu recueil de mythologie, de contes et légendes. Et là, les versions roman, c'est une première pour moi, donc ça va être très chouette. Et je vous lis le résumé. Bienvenue à Ézéchiel, la ville où l'on tue des enfants. Ça commence bien, non ? Sous une pluie incessante, un meurtrier spectral se déchaîne sur les berceaux d'une paisible bourgade du Nord. Contre lui se dresse le commissaire Gabriel Le Thor ainsi que l'as de la crime Dimitri Polzer. Mais le super flic cache, lui aussi, de lourds secrets. Et si tout avait commencé il y a des siècles, lorsque le bûcher flamboyant de la dernière sorcière crépitait sous les applaudissements du bon peuple d'Ézéchiel. Ça avait l'air trop bien. Le speech me hypait de fou. Et franchement, rien que la première phrase d'accroche, qui est certes pas très joyeuse ni sympathique, mais me donnait envie d'aller le découvrir parce que c'était perturbant et très intriguant. Et donc, ce qui est tombé du livre, il y a une très jolie illustration du roman que j'ai récupéré et d'un autre qui faisait partie de la campagne, Ma vie de fantôme de Franzo Pizarro. Quel secret hante les habitants de la paisible vie de Townwood au cœur de la forêt. Si jamais il vous intéresse, moi je pense que peut-être, vu qu'ils vont tous sortir, mais c'est toutes les illustrations des romans qu'il y avait dans la campagne et que vous pouvez après certainement retrouver au niveau de leur site. Donc celui-ci, pour lequel j'ai craqué, il y avait également celui-ci où j'ai vu qu'il était très beau également, Le sortilège de la lune noire. C'est de J.K. Gras, Laure Enza, Mélodie Smax, Colline Dumas et Sarah Kallman. Tout ce monde. Ensuite, il y avait Les chasseurs de prophéties. Celui-ci, c'est de Geoffrey Legrand. Très joli aussi. Et derrière, nous avons Le cœur de l'hiver, qui est de Ève Matatia. Très belle aussi. Couverture également. Oh, c'est joli ça, dis donc. Regardez cette illustration, très épique. Et apparemment derrière ça nous dit que c'est tiré du livre Légende de l'Empire de Milieu de Stéphanie Lowe. Hop, avec le QR code, si jamais vous voulez regarder ce que ça donne. Et il est tout doux ce marque-page. Regardez, il est beau. Il est un peu avec un feuille d'or comme ça, qui reprend donc tous les livres de la campagne.
Et il est en soft touch. C'est génial. Il est super beau, franchement. Mais je suis plus que contente d'avoir récupéré ces 2 petits bébés, voire même donc ces 3 petits bébés, 2 de la campagne Ulule et un donc d'un concours que j'ai gagné. Et je suis ravie d'avoir ces 3 nouveautés qui viennent compléter ma palle et ma bibliothèque qui sont déjà certes bien remplies. Et la palle est donc infinie. Et je pense que 2024, normalement, bon, j'ai pris des bonnes résolutions que je vous laisserai aller voir dans le petit de la vidéo juste ici. Mais je suis censée faire baisser ma palle. C'est mal barré. On verra à la fin de l'année si j'ai réussi à les lire et si donc ma palle a bien descendu ou non. En attendant, je vais vous laisser ici pour cette première séquence et moi je vais aller les ranger tout de suite. Et recoucou tout le monde, j'en profite d'avoir la caméra allumée parce que je suis en train de filmer d'autres vidéos en même temps pour pouvoir vous faire un petit aparté sur ce vlog et rajouter un peu de contenu en vous parlant des premières lectures que j'ai faites sur cette première semaine de janvier. Alors actuellement je suis en pleine lecture de La Villa aux étoffes, le tome 2 qui s'appelle Les filles de la Villa aux étoffes. C'est toujours de Anne Jacobs et c'est toujours chez Charleston que je le lis. Et vous voyez là j'en suis à peine une centaine de pages et j'aime toujours beaucoup ce que je suis en train de lire. J'aime tellement l'ambiance qu'il y a dans cette villa qui là malheureusement est en pleine guerre 14-18. Tout ce côté un petit peu guerre qui est pas très agréable pour ces personnages, oui, qui vont connaître la faim, le froid, la privation parce que ce sont quand même des nobles. Et là, quand il n'y a plus beaucoup d'argent, que la moitié de la famille est envoyée au front et que l'autre moitié doit arriver à survivre dans le froid en perdant ses bonnes habitudes de noblesse, c'est compliqué, mais c'est très intéressant à suivre, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a également une partie où on va suivre les hommes au combat. Et chose qu'il n'y avait pas dans la première partie, on était vraiment axé sur plutôt les femmes. Là, on va avoir accès à ce que pensent également les hommes, et notamment au front. Et j'aime beaucoup avoir ces 2 versions pour pouvoir, là, faire évoluer la villa, faire évoluer l'usine qui va très mal vu qu'on est en temps de guerre. Côté masculin comme féminin, c'est très intéressant et j'aime beaucoup cette lecture et j'ai très hâte de retourner m'y plonger parce que c'est vraiment un très bon moment. Je viens à peine de terminer un thriller qui est auto-édité, qui s'appelle Le cerf au bois ensanglanté et je remercie beaucoup l'autrice de m'avoir contactée pour me faire découvrir son œuvre parce que c'était très intéressant et très sympa. Parce que dans cette histoire, Clément, un jeune lycéen, a disparu. Et tous les soupçons vont se porter sur Eric, qui le connaît depuis la primaire, si je ne me trompe pas, et qui ne l'a jamais spécialement porté dans son cœur. Donc tous les soupçons vont aller vers lui. Ça va faire le coupable idéal, que ce soit parmi les camarades de Clément, parmi les professeurs, parmi même la famille de Eric et celle de Clément. Tout le monde va se liguer contre lui et va le désigner comme coupable, comme tueur potentiel, parce que pour eux, il a forcément tué son camarade. Et Eric, ça le peine un peu de voir que la justice est contre lui, que sa famille, ses camarades, que tout le monde a décidé de le transformer en bouc émissaire, et personne n'a vraiment envie de croire en son innocence. Donc lui, pour éviter d'être accusé, il va mener l'enquête également de son côté, parce qu'il est bien décidé à prouver qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait à Clément, et que Clément est toujours vivant et qu'il va le ramener. Et c'était très intéressant de voir ce personnage de Eric qui est toujours un petit peu sur le fil, on va dire, parce qu'il a des tendances un petit peu solitaires qui font monter en lui peu à peu beaucoup d'idées noires, beaucoup de mélancolie, beaucoup de rage et beaucoup d'envie que quelqu'un l'accepte pour qui il est et de ne pas le voir comme une personne à craindre ou comme une personne à détester. Et il est toujours un petit peu comparé à un psychopathe, comparé à un sociopathe. Et il a envie de basculer dans cette haine que les gens ont contre lui. Il a envie de devenir ce mal incarné. Il a envie qu'on le déteste vraiment pour quelque chose. Quitte à dire, si c'est moi qu'on a désigné comme un meurtrier, pourquoi je ne serai pas ce meurtrier et je vais vraiment tuer tout le monde. Parce qu'il est lassé de cette haine qu'on a contre lui. Et on le suit toujours en train de se dire, j'ai envie de basculer dans la noirceur, mais j'ai envie quand même de prouver mon innocence, je peux y arriver. Et c'est très intéressant de suivre son évolution et son état d'esprit à travers justement cette enquête. Enquête qui là, moi un petit peu moins convaincue,
parce que c'est vraiment le côté un adolescent qui va réussir là où les flics vont échouer, qui me paraît un petit peu moins crédible. Alors, s'est tourné de manière que, comme c'est un ancien ami de Clément qui a disparu, il a plus de liberté, il n'a pas besoin de tout ce qui est mandat, il n'a pas besoin de s'encombrer de tout ce qui est justice, attente et compagnie. Mais c'est pas très crédible le point de vue qu'il a à peine 18 ans et il va réussir là où un enquêteur qui a 40 ans de carrière va piétiner. C'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais côté histoire, côté plume, côté idée, c'était pas mal du tout. La relation entre le titre et ce à quoi ça correspond dans l'histoire, j'ai mis un petit peu de temps à le trouver parce que ça met assez longtemps à arriver au devant du récit en fait. Il est assez lent à démarrer et cette notion au bois ensanglanté ne commence à avoir une réelle signification que quasiment aux trois quarts du livre en fait. Donc ça met vraiment beaucoup de temps à venir chercher l'explication que moi je recherchais au final pour pourquoi ce titre, pourquoi cette couverture et pourquoi ce lien qui pour le moment dans l'histoire mettait un peu de temps à arriver. Quand je l'ai eu, j'ai trouvé que c'était très machiavélique mais très bien tourné. Il y a de bonnes idées, même si on sent que la plume est un petit peu jeune au niveau du thriller. D'après ce que j'ai compris, l'autrice est plutôt axée fantasy d'habitude. Ben, cette tentative de mettre un coup de noirceur dans sa plume en s'attaquant au thriller est plutôt bien jouée. Donc ça démarre quand même plutôt bien, moi je trouve. C'était une belle lecture. Même s'il y avait donc, comme je vous disais, quelques petits points qui, moi, me paraissaient un peu pas trop crédibles. Mais j'ai lu, il faut dire, tellement de thrillers que j'ai beaucoup d'éléments de comparaison et je vois, on va dire, que là, ça pourrait ne pas être crédible par rapport à d'autres histoires, mais je trouve que franchement, les idées de fond et surtout ce qu'il y a déjà de côté noirceur pour ces personnages qui ressortent peu à peu sont vraiment bien joués. Il y a de très belles idées derrière ce titre. J'ai également lu 2 petites BD cette semaine-ci plutôt. J'ai enfin lu le tome 3 de Elfie, parce que je voulais déjà le découvrir vu que j'aime beaucoup cette série, et surtout le découvrir à cette période de l'année, parce qu'on va être en Alsace, en plein cœur du marché de Noël et de l'hiver, donc autant vous dire que c'était vraiment maintenant qu'il fallait le lire, et j'ai beaucoup aimé, une fois de plus, ce titre, qui est à la fois doux, à la fois toujours avec une mise en page très intéressante, bien colorée, entre mix de petits journaux intimes avec des cases un peu plus dynamiques, c'est très sympa. Et là, on est toujours empreint de magie avec ces origamis qui prennent vie, avec cette petite fille qui se découvre des dons de sorcière qui sont de plus en plus intrigants. J'aime beaucoup les aventures d'Elfie et j'ai déjà envie de découvrir le tome 4 qui va se passer dans les Pyrénées, je crois bien, qui me donne terriblement envie d'aller me plonger dedans parce que c'est une série que j'aime beaucoup suivre. De même que le 2e tome de Equinox parce que j'avais beaucoup aimé le premier et qui m'intriguait tout particulièrement parce que même s'il était très beau graphiquement, il était quand même assez introductif au point de vue histoire, avec cette planète Equinox qui permet par les nuits de pleine lune à ses habitants de se transformer en animal, et notamment à nos 4 héroïnes en chevaux. Mais après que la lune est éclatée, les personnes se retrouvent coincées entre 2 transformations, à moitié humains ou à moitié animaux, et évidemment il va falloir trouver un coupable. Ça va être nos amies les prêtresses qui vont être désignées, et elles vont devoir fuir pour trouver un moyen de réparer ce qui a été créé, ce qui a été causé, et surtout d'échapper à tous ces habitants qui cherchent en elles des coupables idéaux, et elles vont essayer donc de survivre à ça. Et là dans le tome 2, on est plutôt axé sur Camara, je crois qu'elle s'appelle, qui est l'une donc des 4 protagonistes principales, et on va la suivre entre la Terre et Equinox, où elle va faire la rencontre de nouveaux personnages, elle va essayer de renouer avec son passé, de se battre pour l'avenir, tout en essayant de ne pas renier ses origines. C'est très sympa, une fois de plus, c'est très beau. La mise en page et les couleurs sont absolument magnifiques, très dynamiques, et ça me donne envie de continuer la série, d'aller plus loin, d'aller voir ce que font les autres filles, et de voir jusqu'où ça va nous mener, parce que pour le moment, j'aime bien, je suis assez curieuse. Avant-dernière lecture que j'ai fait, il s'agit de Rosanne. C'est de Laetitia Danaé, c'est le premier tome. Là, c'est la version chez J'ai lu, mais moi, je l'ai écouté sur Audible.
parce que je me suis rendu compte, après avoir trouvé ce livre dans une boîte à livres, que finalement, moi je l'avais également de disponible dans mon abonnement, et j'ai craqué sur la version abonnement. Et celui-ci, je l'ai trouvé en boîte à livres, et maintenant que je l'ai lu, il va y retourner, parce que une boîte à livres sous la pluie, ça aime pas trop sur les livres malheureusement. Donc il a vraiment vraiment bien morflé. Donc je vais le faire revoyager dans une autre boîte à livres pour que d'autres personnes le découvrent. Et en attendant, laissez-moi vous parler de ce premier tome qui était vraiment très intéressant. On va suivre Rosen qui est l'une des 3 princesses djinns de son royaume. Un djinn, c'est quelqu'un qui a un pouvoir incroyable qui coule dans les veines, qui a une magie ancestrale qui permet de faire de grandes choses. Et pour ça, les djinns sont excessivement craints et ont été entravés et réduits en esclavage pour ne plus utiliser cette magie qui fait tant peur aux Dagnir, qui sont des personnes sans pouvoir. Et pour essayer d'amorcer un début de paix, le royaume d'Agnir propose au père de Rosen de marier ses 3 enfants, ses 3 garçons à 3 filles, et donc pourquoi pas les 3 sœurs, Rosen, Odeline et Der. Elles vont être envoyées donc dans ce sultanat pour essayer de faire la connaissance de ces 3 garçons, et pourquoi pas donc de lier une amitié, voire même plus une alliance avec un mariage entre les 2 dynasties, entre ces 2 royaumes et surtout entre ces 2 castes qui sont Djinn et Dagnir, qui d'habitude se vouent une haine séculaire. Mais Rosen, elle en a pas du tout envie. Rosen, elle est libre, Rosen, elle est fougueuse, et elle n'a pas du tout envie de s'attacher à 3 personnes qui dénigrent son peuple, et elle va tout faire pour libérer les siens, faire entendre que leur condition de djinn est intolérable en tant qu'esclave. Elle va libérer son peuple, elle va faire gronder sa voix, et elle va essayer, avec malice, avec fougue et avec surtout beaucoup d'espoir, d'aller de l'avant et de faire en sorte que la paix règne vraiment contre toutes les entourloupes et toutes les manigances qu'il y a au sultanat. Et c'était très sympa d'aller se plonger dans ce côté un petit peu conte oriental, un petit peu à la comme Scheherazade avec les 1001 nuits, où on retrouve beaucoup de djinns, beaucoup de créatures fantastiques, et surtout une histoire qui est assez prenante, même si j'ai eu un petit peu de mal, il est vrai, à rentrer dedans au tout début, parce que le côté 3 filles qui doivent séduire 3 garçons, moi le côté romance, ça n'a pas changé en 2024, c'est toujours pas mon truc. Et là, en l'occurrence, je trouvais que les 3 romances tournaient un petit peu autour du pot, qu'il y allait avoir des couples assez logiques, et qu'il y allait avoir également des conflits logiques également, de par le caractère des personnages, de par leur agissement et de par leur envie pour le futur. Je suis curieuse néanmoins de lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé la version audio du premier tome. Donc je pense que je craquerai sur le deuxième courant de l'année 2024 parce que ça vous le verrez dans ma vidéo des bonnes résolutions. Mais j'ai envie de terminer les séries que j'ai commencées en 2023 et donc Rosen en fait partie vu que j'ai commencé la lecture en décembre. En attendant, déjà, j'ai fini le premier tome. Maintenant, à voir ce que va me receler comme surprise le second. Et la dernière lecture que je vais vous présenter sur cette séquence est une délicieuse découverte parce qu'il s'agit de Le restaurant des recettes oubliées. Je vous l'avais présenté parce que je l'avais trouvé lors d'une sortie à la médiathèque et je n'avais absolument pas pu résister à l'appel de ce titre qui me criait de venir le récupérer et de le découvrir pour passer d'excellents moments de gourmandise à sa lecture. Et c'était très chouette. Vraiment, je me suis régalée au sens presque littéraire comme réel parce qu'en fait, la description de tous les plats est tellement vivante, criante de vérité qu'on a l'eau à la bouche, on a l'impression d'avoir la saveur sur le palais rien qu'à la lecture des lignes et de la plume de l'auteur. C'est super chouette. Le concept de ce restaurant qui arrive à retrouver des recettes que vous avez oubliées et à les refaire à l'identique de ce que vous aviez en mémoire est très chouette. Le schéma narratif est certes identique à chaque recette à rechercher. Ça va être une personne qui va venir manger, qui va être un petit peu sceptique à l'idée qu'on retrouve une recette avec seulement des indices qui datent de parfois des années. Il va y avoir une recherche, il va y avoir une description culinaire qui va faire ensuite la dégustation et après l'appréciation ou non de ce fameux repas.
C'est exactement le même schéma à chaque nouveau candidat pour retrouver cette recette oubliée, mais chaque plat est différent, chaque histoire, chaque tranche de vie est différente, et on se laisse vraiment porter par ces histoires qui sont douces, qui sont touchantes, et qui sont, culinairement parlant, délicieuses à découvrir. J'ai beaucoup aimé, je suis très curieuse de découvrir le tome 2, et j'ai cru voir sur la quatrième de couverture comme quoi cette histoire avait eu tellement de succès qu'elle était devenue même une série au Japon, avec également une série télé. Et je serais très curieuse de lire la suite déjà, mais de découvrir la version également filmée. J'ai bien envie d'avoir l'eau à la bouche après la lecture, de les voir sur les écrans de télé, pour voir ce que ça peut donner. Moi en attendant, j'ai adoré dévorer ce premier tome, et j'ai très hâte de lire le second pour avoir le deuxième service. Et donc je vais clôturer ici cette séquence. C'était toutes les lectures que j'ai effectuées entre fin décembre et la première semaine de janvier, pour pas trop m'éparpiller et oublier des lectures, parce que je pense que j'en ai oublié de vous présenter au cours de l'année. Donc on va éviter de réitérer les erreurs de 2023 en 2024, et je vais essayer d'être un peu plus régulière pour vous présenter les lectures que j'ai terminées. En attendant, je vous laisse ici, et on se retrouve sur une prochaine séquence. Et recoucou tout le monde! Je vous reprends pour ce qui va certainement être la dernière séquence de ce vlog, sinon il va être absolument gigantesque, pour vous parler juste de quelques petites lectures que je viens de terminer. Et après, je pense qu'on changera ce décor qui est un peu trop noëlesque, fête de fin d'année à mon goût, alors que maintenant on est fin janvier quand je tourne ce vlog. Et parce que je vois là cette énorme pile de livres que j'ai reçus à Noël, parce qu'il s'agit de toute la saga d'Aevabad, qui prend de la place sur mon bureau et qui serait beaucoup mieux une fois rangé dans ma bibliothèque. Donc passons tout de suite à mes dernières lectures. Ici, sur ma pile faramineuse justement, qui va bientôt être rangée, je voulais vous parler de ce petit manga que je viens tout juste de terminer et que j'ai vraiment trouvé super chouette. Il s'agit donc de A Silent Voice de Yoshitoki Oima. C'est publié chez Ki-un dans la collection Shonen et c'est le premier tome. Et j'en avais beaucoup entendu parler. Et au détour de ma médiathèque, une fois de plus, j'ai réussi à le découvrir et je l'ai récupéré pour pouvoir le découvrir. Le design, moi je le trouve très sympa. Les mises en situation sont très sympas aussi. Donc je m'étais lancée dans cette nouvelle saga qui a 5-6 tomes, je crois, quelque chose comme ça. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc c'est sûr que je vais continuer parce que j'ai bien envie de découvrir la suite de ces deux personnages. Il s'agit de Shoko Nishiyama, qui est donc la jeune fille, et le garçon, c'est Shoya Ishida. Alors ça va être le quotidien de ces deux jeunes gens qu'on va suivre. Lui qui est un peu une terreur à l'école, qui a envie d'aller de l'avant, de repousser toujours plus ses limites, de faire des épreuves de courage et d'embêter le monde aussi. Il est un petit peu, pas un dur à cuire, mais pas loin. Il aime bien titiller les gens et les pousser dans leur retranchement. Et quand cette jeune fille va arriver dans l'école, ça va devenir son nouveau souffre-douleur parce qu'elle est sourde. Et quoi de mieux que d'embêter un sourd, bien évidemment, en essayant de voir si elle est vraiment sourde ou si c'est juste de la comédie pour que les gens s'intéressent à elle. Les gamins de CM2, voilà. Leur mentalité pourrie. Bref, ça montre la situation de handicap à travers les yeux des enfants et combien ils peuvent être aussi extrêmement cruels et méchants, même au plus jeune âge. Parce que cette jeune fille va devenir le souffre-douleur, notamment du petit garçon qui est ici, certes, mais également de toute la classe derrière, parce que comme elle est sourde, elle a du mal à suivre les cours en classe, bien entendu. Il n'y a aucune situation adaptée à son handicap. Donc les élèves trouvent à commencer qu'elle les ralentit, qu'il faut toujours lui expliquer plusieurs fois ou lui passer les cours à l'écrit. Ça les embête, ça les ralentit, ça les tire vers le bas. Donc ils vont commencer eux aussi à la détester et à la délaisser, lui faire comprendre que ça les saoule et qu'elle ferait mieux de rester chez elle si elle n'est pas adaptée à la société dite normale. Sauf que au bout d'un moment, cette jeune fille vient d'avoir un peu marre, sa mère également, elle va changer d'établissement. Et c'est notre ami qui était un petit peu le dictateur, on va dire, l'instigateur des moqueries et des brimades, qui va se retrouver à son tour harcelé. Et il va comprendre que c'est pas vraiment sympa de harceler les gens, avec ou sans handicap,
et il va s'en prendre mais plein la tronche, ce qui va lui faire reconsidérer la situation quand il était lui bourreau et non victime. Et on va avoir justement tout un pan de l'histoire qui va être la relation entre ces deux personnages, que de Shoko d'un côté et que de Shoya de l'autre. Et ça se termine sur une espèce de retrouvailles, entre guillemets, qui nous donne envie d'aller plus loin. Et j'ai pas le tome 2. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci, cette vision qu'ont les enfants d'être soi-disant gentils, mais qui finalement sont sans filtre et archi cruels entre eux. Les parents également. Et justement, cette version entre bourreau et victime, ce que ça va changer dans la mentalité de Shoya. Et je pense que les prochains tomes, on va beaucoup aussi parler de Shoko, parce qu'elle est assez effacée dans ce premier tome. Donc j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte de connaître la suite, parce que j'ai trouvé que c'était certes une lecture assez cruelle de par le comportement des enfants, mais également quelque chose de très beau, et je pense prometteur de beaux messages derrière, donc très sympa, j'ai hâte de lire la suite. On alterne roman et graphique, alors maintenant je vais vous parler de celui-ci. Donc, je vous ai parlé dans la séquence juste avant, je l'ai terminé, le second tome de La Villa aux Étoffes. Et c'était très sympa. Alors contrairement à ce que j'avais pensé en vous parlant à la séquence d'avant, où je vous disais waouh c'est super, on va parler un petit peu des gens, des hommes quand ils sont au front, finalement c'est 5-6 chapitres et on retourne à la villa. Donc j'étais un petit peu déçue de ce point de vue-là, j'aurais bien voulu continuer un petit peu plus en savoir sur le comportement et comment ça se passait au front. Et non, pas beaucoup plus finalement. Mais on reste quand même centré sur les problèmes qu'il y a dans la villa, sur le souci justement que la guerre crée au niveau de cette villa également, au niveau de la situation économique, sociale, du froid qui vient prendre le pas sur la maisonnée, du manque de nourriture, du manque de moyens, de l'usine qui n'arrive pas à tourner finalement comme il faut de par la guerre et de par le fait que les hommes ont été réquisitionnés pour le combat. Les femmes, c'est assez mal vu qu'elles travaillent et quand elles travaillent, finalement, elles n'ont pas assez pour pouvoir nourrir leur famille. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce tome qui sont très intéressantes, même s'il y a des passages où j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus plat peut-être que le premier tome. J'ai eu des sensations un petit peu de longueur que j'avais pas trouvées au niveau du premier, mais pas non plus quelque chose qui va me faire arrêter la saga au second tome. Au contraire, j'ai toujours envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir le tome 3 et continuer à connaître ce qui va se passer au niveau de cette saga et de voir, surtout au niveau de la fin, quelle va être la situation de la Villa aux Étoffes dans les prochains jours, mois et années. Très sympa, toujours une belle découverte, j'ai hâte de découvrir la suite. On repasse dans du graphique avec une BD, mais que je voulais absolument découvrir parce que j'avais adoré le roman de Julien Sandrel. C'est La Chambre des Merveilles, donc adapté du roman de Julien Sandrel en BD par Pelaez et Delpech, et c'est publié chez les éditions Grand Angle. Et j'avais vraiment, comme je vous disais, adoré découvrir ce roman de Julien Sandrel l'année passée, et je voulais terriblement voir l'adaptation. Hop, je vais vous montrer quelques planches pour vous montrer à quoi le design ressemble. Moi je l'ai trouvé très doux, avec des belles couleurs, avec des passages au niveau de l'histoire qui sont donc certes en BD comme ça, mais où on va vraiment, par le biais de double pages comme ça, se focaliser donc sur un personnage ici, reprendre un pan de texte du roman par là, et on sait que justement la prochaine partie de la BD va se concentrer sur le dit personnage dont on vient juste de nous présenter la fiche de protagoniste. Et c'était vraiment chouette. Une fois de plus, j'ai adoré retrouver les sensations que j'avais découvert au niveau de la plume du roman. C'est beau, c'est doux, c'est triste et cruel en même temps de voir cette jeune femme dont le fils a été percuté par un poids lourd et qui est entre la vie et la mort, avec aucune amélioration et un peu une deadline de s'il ne se réveille pas avant telle date, malheureusement on va le débrancher, ça voudrait dire qu'il n'y aura aucune amélioration derrière. Donc cette pauvre femme qui se remémore tous les pans de sa vie avec son fils et qu'elle trouve qu'elle n'a pas passé assez de temps avec lui, qu'elle a été une mauvaise mère, qu'elle n'a pas été attentive, qu'elle était trop prise par son travail pour s'occuper de son fils. Et elle trouve un jour son carnet des merveilles en allant dans sa chambre.
Un carnet où ce garçon a regroupé tout ce qu'il aimerait faire une fois dans sa vie. Et sa mère trouve que c'est une bonne idée pour elle se changer les idées et essayer de redonner goût à la vie à son fils pour qu'il se batte et qu'il puisse sortir de ce coma en faisant toutes les fameuses merveilles qu'il a intégrées dans son carnet. Et c'est super chouette, doux, émouvant, drôle et donc toujours triste à la fois avec ce couperet qui est vraiment au-dessus de leur tête, cette sentence si jamais ils ne se réveillent pas de ce qui va se passer derrière. C'est vraiment un très beau message, une très belle aventure et maintenant j'ai lu le roman et la BD, il me tarde de voir l'adaptation au cinéma avec Alexandra Lamy qui je pense va être également très poignante parce qu'en tout cas les 2 lectures que j'ai fait en version BD et papier étaient vraiment incroyables. On repasse à un roman avec Une saison pour les ombres de R.J. et Laurie publié chez Sonatine. Alors cet auteur faisait partie des auteurs, on va dire, piliers ou phares dans une catégorie de romans que je voulais absolument lire. Et là, en l'occurrence, c'était le policier ou le polar. Parce que c'est un auteur qui a déjà écrit beaucoup de romans, qui en publie, je crois, au moins un par an, et j'avais toujours découvert aucun de ses écrits. Alors quand j'ai trouvé celui-ci à la médiathèque, qui, depuis quelque temps déjà, me faisait de l'œil et venait tout juste en plus de sortir au format poche, je me suis ruée dessus pour découvrir la plume de cet auteur et combler un petit peu mes lacunes dans le genre. J'en suis, vous voyez, à une centaine de pages à peine de la fin, donc je l'ai quasiment terminé. Et j'aime beaucoup ce que je lis. C'est un polar, donc vraiment pas du tout axé sur la psychologie d'un tueur en série qui est au niveau d'un thriller. Mais ça change, j'aime beaucoup. Et là, on est vraiment plus dans presque du polar nordique, parce qu'on est vraiment à l'extrême nord du Canada, où il y fait froid, nuit, où il y fait une solitude incroyable, et où les gens qui sont dans ce village de Jasperville sont soit là par dépit ou défaut, soit là en attendant de trouver mieux, voire ou alors carrément ils sont là et ils ne voient pas quoi faire d'autre, donc ils restent là. C'est un village qui est triste, qui est seul, qui est donc entouré de nature, de froid et de rien d'autre. Et au milieu de tout ça, il y a donc cette mine qui est là pour être le cœur un petit peu de la ville, pour faire vivre ses habitants, avec ces meurtres qui ont été perpétrés dans le passé. Et au présent, on est avec Jack. Jack qui va essayer, malgré lui, d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé dans le passé, parce qu'il y est très lié au niveau du présent. Mais ça, je vous ne dirai pas pourquoi, je vous laisserai le découvrir à la lecture. Et il n'a pas envie d'être là, Jack. Jack, il s'est enfui de cette ville, il n'avait absolument pas envie d'y remettre les pieds, et pourtant, le destin a forcé la chose, il est de retour, il n'a pas envie de rester, donc il doit faire toute la lumière sur le passé et le présent pour fuir une fois de plus cette ville. Et c'est pas mal, j'aime beaucoup l'ambiance glaçante, oppressante et isolée qu'il y a à la lecture de cette plume, qui nous enveloppe vraiment dans une atmosphère pesante, mais qu'on n'a pas envie de quitter tant qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire en fait. Et à chaque fois que je l'arrêtais pour pouvoir aller faire des choses futiles comme travailler pour gagner de l'argent, j'avais envie d'y retourner parce que je pensais à cette atmosphère, je pensais à ce côté glaçant qui est parfait avec la période hivernale qu'on a en ce moment, et j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de me replonger dans ce Canada très froid et d'aller voir qu'est-ce qui va s'y passer. C'était pas mal. Je pense pas que c'était non plus le polar du siècle qui va rester dans ma mémoire, mais j'ai passé cependant un agréable moment de lecture et je pense que je vais me regarder quelles autres œuvres de cet auteur vont pouvoir me donner envie de continuer à découvrir sa plume. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir découvert avec ce titre-ci et ça promet, pourquoi pas, de nouvelles lectures de cet auteur au courant de cette année. Et la dernière lecture que je vais vous présenter, c'est une que j'ai fait en version audio avec mon abonnement Audible une fois de plus. Je vous mets la couverture juste ici, il s'agit de Killer Kills Killers. Et j'avais très envie de le découvrir parce que le speech m'avait l'air incroyable. Parce qu'on va suivre un tueur qui tue des tueurs. Et ça, j'ai trouvé ça excellent comme concept. C'est vraiment le côté machiavélique que je voulais vraiment découvrir, parce qu'on va suivre donc ce tueur qui tue d'autres serial killers. Pourquoi, comment, quelles sont ses raisons, ses motivations. J'avais tellement envie de savoir qu'est-ce qui lui était passé par la tête. Et pour pouvoir découvrir ça,
on va être sur les traces d'un inspecteur qui a pas du tout envie de se taper cette mission qui lui semble totalement pourrie. En plus, son binôme habituel, on lui dit non, toi tu vas aller enquêter sur autre chose, mais on va te mettre une psy-comportementaliste dans les pattes, qui est du FBI alors que toi t'es de la police. Une femme contre un homme bourru qui est absolument réfractaire à toute forme d'évolution, qui est très conservateur, donc il a mais alors vraiment pas envie. Et quand il va devoir donc mener cette enquête, il va se rendre compte qu'il a mis le pied mais absolument pas là où il fallait, qu'il va avoir énormément d'ennemis aux trousses, notamment des serial killers, qui sont là pour qu'ils trouvent qui est en train de marcher sur leur plate-bande, mais également pour lui mettre la pression que s'il leur casse un petit peu trop les pieds, lui et toute sa famille vont y passer. Et il y a vraiment une course contre la montre qui va s'engager pour pouvoir découvrir qui tue ces tueurs, mais également pour déceler en même temps, tant qu'à faire, d'autres tueurs qui seraient de passage pour pouvoir boucler 2-3 enquêtes qui traînassent un petit peu à côté de ça. Et j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur, qui est terriblement triste au final quand il y a eu la section des remerciements. J'ai été tellement triste de voir que, en fait, ce livre, c'est son frère qui l'avait écrit. Ils étaient vraiment comme deux doigts de la main, mais son frère a eu un cancer, il est décédé, et en hommage à sa mémoire, à son envie d'écrire et à cette œuvre qu'il avait trouvée absolument incroyable, il l'a écrite. J'ai trouvé ça tellement triste et touchant en même temps, cet hommage qu'il a fait, parce que ce livre était vraiment incroyable. Je me suis régalée. Le narrateur a une manière bien à lui d'incarner les personnages plutôt bourrus, plutôt d'une voix éraillée ou plutôt d'une voix au contraire condescendante quand il fait le tueur. C'était pas mal du tout. Moi je me suis régalée avec beaucoup de rebondissements, avec plusieurs parties où on est tellement dedans qu'on oublie presque le départ de cette enquête et on se rappelle que ah mais oui c'était ça au tout début, c'est vrai j'avais oublié tellement on était bien dedans, on était imprégné par l'enquête, par le speed que ça nous procure, par cette adrénaline constante qui ne nous quitte pas du début à la fin, parce qu'on est dans une course-poursuite effrénée, une course contre la montre et contre la survie, parce que plein de choses vont se passer. Je ne peux pas vous en dire plus sans vous en dévoiler la moitié, et ça me frustre terriblement parce que j'aimerais beaucoup vous en parler. Mais sachez qu'il y a des idées excellentes dedans, très machiavéliques, très tordues, parfaites pour le serial killer un peu torturé, un peu complètement barré. Bref, c'était une lecture super chouette. Et je pense que c'est avec cette lecture donc que je vais vous quitter sur cette séquence et sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires si vous voulez qu'on échange tous ensemble dessus. Et donc je vais vous quitter avec cette bibliothèque qui va devenir un peu mieux rangée et qui va perdre toutes ses décorations de Noël sur la prochaine séquence. Donc, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures du Pipin. Allez, ciao!